Fresh Morning. La Fresh Morning. L'actualité internationale ce matin avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi en termes d'actualité internationale? On va s'intéresser au Covid et au vaccin. Il faut savoir que les deux entreprises, donc Moderna et Pfizer et BioNTech, ont déposé leur demande auprès des agences fédérales européennes et américaines pour l'autorisation évidemment de distribution de leurs vaccins respectifs. Alors, il faut savoir que Moderna l'a fait hier auprès des agences américaines et européennes, soit environ une semaine après que, évidemment, Pfizer, qui est une entreprise américaine, mais qui est en alliance avec un laboratoire allemand qui s'appelle BioNTech, eh ben, eux, ils ont également déposé il y a une semaine l'autorisation de mise sur le marché, c'est comme ça qu'on dit, de leur vaccin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, au préalable, des millions de doses ont déjà été commandées par plusieurs gouvernements. Mais ce qui est encore plus intéressant un peu, c'est que lorsque l'on regarde le temps durant lequel ce vaccin a été mis en œuvre, c'est vraiment assez extraordinaire. La pandémie, on la découvre grosso modo en janvier 2020. En mars, on a réalisé le séquençage total du virus. Donc, on a tout son code génétique. Et puis, 10 mois plus tard, eh ben, on a déjà des vaccins en phase 3, c'est-à-dire des vaccins sur lesquels on les teste sur les êtres humains. Alors, il faut savoir qu'au cours de ces 10 dernières années, la durée moyenne pour l'élaboration d'un vaccin, c'est-à-dire le vaccin, quand on part du séquençage du génome et puis qu'on part de la phase 1, 2 jusqu'à la phase 3, c'est en moyenne 8 ans. Or là, en 10 mois, on a fait ce qu'on faisait en 8 ans ces 10 dernières années en moyenne sur le temps qu'il faut pour mettre en œuvre un vaccin. Et c'est ce qui fait justement craindre de la part de la plupart des opinions publiques une espèce de suspicion. C'est-à-dire qu'on se dit qu'en général, vu qu'il faut autant de temps pour mettre un vaccin, comment expliquer que ce vaccin-là, en 10 mois, 8 mois, eh ben on ait pu le mettre en œuvre. D'autant plus que les deux entreprises, ou disons le consortium, donc Pfizer, BioNTech et l'entreprise Moderna, lors de ce qu'elles ont publié leurs résultats, eh ben, n'ont pas publié les études dans leur totalité, c'est-à-dire les données sur lesquelles elles se basent. Pour dire que notre vaccin, il est efficace à 94,5% pour le vaccin de Moderna et à 95% pour le vaccin de Pfizer et BioNTech, eh ben, ces données-là n'ont pas été mises à la disposition d'une autorité scientifique indépendante, par exemple, pour contrôler, pour certifier que ces résultats-là sont évidemment bons. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, on avait appris, par exemple, dans le groupe de volontaires qui avaient été vaccinés pour le cas de Moderna, que l'un d'entre eux était décédé. Le groupe a dit que, évidemment, celui qui est décédé, ils ont reconnu qu'il y a bien eu un décès, mais ils reconnaissent aussi que celui qui est décédé faisait partie du groupe placebo, c'est-à-dire le groupe dans lequel on a inoculé un faux vaccin. En plus, ce qui est aussi un peu troublant, c'est qu'évidemment, on n'a pas une idée précise sur les effets secondaires réels de ce vaccin-là, puisque les deux groupes disent en moyenne que c'est à peu près les mêmes symptômes en matière d'effets secondaires. On a surtout de la fatigue et des maux de tête. En général, lorsque l'on étudie la période qu'il faut minimale pour étudier les effets secondaires d'un vaccin, c'est en moyenne 90 jours. Or là, en 40 jours, ils disent que, évidemment, il n'y a que ces effets secondaires-là, donc les maux de tête et la fatigue, et ce sont des maux de tête qui sont surmontables, ce ne sont pas des maux de tête qui peuvent mettre en danger la vie des personnes vaccinées. Donc, les États-Unis ont d'ores et déjà fait savoir que, évidemment, le comité, il y a un comité d'évaluation de la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin qui va être réuni le 10 décembre prochain pour ce qui concerne le vaccin de Pfizer et BioNTech et se réunira le 17 décembre pour le vaccin de Moderna. Alors, il faut savoir que ce comité-là, c'est pas lui qui va décider de l'autorisation, c'est lui qui va évidemment étudier les données
que vont mettre à leur disposition les deux entreprises, et puis elles vont faire une évaluation de ce vaccin-là. Cette évaluation-là sera transmise au comité scientifique, et c'est le comité scientifique de l'Agence fédérale du médicament qui aura le dernier mot, et c'est lui qui va délivrer l'autorisation de mise sur le marché. C'est à peu près le même scénario pour ce qui va se passer au niveau de l'Agence européenne du médicament. Ce sont ces comités-là, à la fois d'évaluation et ce comité scientifique, qui vont aussi se réunir, et le comité scientifique va donner son autorisation. Alors, pour ce qui concerne les États-Unis, le comité scientifique travaille à la Maison-Blanche, et il semblerait que Donald Trump ait dit qu'il pourrait donner une autorisation provisoire de mise sur le marché, étant donné l'état d'urgence sanitaire dans lequel se trouvent les États-Unis. Alors, cette autorisation provisoire sera restreinte à un certain type de population. Ce sont principalement les populations à risque qui seront dans un premier temps vaccinées. Donc, à savoir les personnes souffrant de comorbidité et les personnes âgées, donc les personnes de plus de 65 ans. Les États-Unis tablent sur environ une vingtaine de millions de personnes à vacciner au courant du mois de janvier, donc disons entre mi-décembre et début janvier. Et à partir du mois de janvier, ils estiment vacciner en moyenne par mois 25 millions d'Américains, à condition évidemment que les Américains acceptent de se faire vacciner, parce que ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'un sondage qui est sorti la fin du mois dernier, sondage réalisé par un institut qui s'appelle Gallup aux États-Unis, a dit que 43% des Américains sont encore sceptiques quant à l'efficacité de ce vaccin, parce qu'évidemment, ils se disent qu'un vaccin comme ça qu'on a mis sur pied rapidement en un laps de temps aussi court, ils attendent d'abord de voir quel effet, évidemment, cela va avoir sur la plupart des personnes qui seront vaccinées. Et puis, une fois que l'efficacité sera avérée d'une part, et deuxièmement, la dangerosité de celui-ci en termes d'effets secondaires aussi sera mise de côté, et bien là, évidemment, il est clair que le nombre de personnes qui se feront vacciner pourra augmenter. Il y a aussi cette même suspicion-là en Europe, mais les chiffres sont un peu moins qu'aux États-Unis. En moyenne, mais ça varie aussi quand on part d'un pays à l'autre. Le pays en Europe où la défiance est la plus forte, c'est évidemment en France, où près de 60% des Français sont sceptiques. Pas qu'ils disent qu'ils ne vont pas se vacciner, mais ils sont d'abord sceptiques quant à l'efficacité de ce vaccin, et donc ils vont attendre de voir d'abord comment est-ce que cela va se passer sur les premières personnes qui seront vaccinées. Mais ça n'empêche pas les gouvernements d'avoir acheté massivement des doses de ces différents vaccins-là. Pfizer dit qu'ils vont vendre environ 200 à 300 millions de doses rien que pour le marché américain qui sortiront, donc les premières doses qui seront destinées exclusivement au marché américain. Mais en 2021, ils espèrent mettre sur le marché près de 1,3 milliard de doses, et ça c'est à destination de l'ensemble des pays qui auront souscrit les commandes. Et puis derrière aussi, il y a déjà une deuxième discussion concernant les pays en voie de développement qui sont également touchés par la pandémie du Covid-19, même si le continent africain reste toujours jusqu'à présent statistiquement le continent qui est le moins touché, mais ça ne veut pas dire que les pays africains aussi ne sont pas attentifs. Mais si les gars se vaccinent tous, c'est bon, comme ça nos gars guérissent, nos morts meurent, et puis c'est bon, on n'aura plus le Covid. Bon, en fait, c'est un peu l'idée que certains pays, même en Europe, avaient d'abord voulu mettre en place, c'est-à-dire en mettant en place ce qu'on appelle une immunité communautaire, et donc une immunité collective, et donc en espérant qu'un maximum de personnes seraient touchées par le virus, cela permettrait à ce que la majorité de personnes par la suite ne puissent plus tomber malades, puisque lorsqu'ils auront été soignés, leur système immunitaire serait en capacité de se protéger par rapport à la pandémie. On a vu par exemple qu'en Suède, la Suède ou les Pays-Bas, qui avaient décidé de se lancer dans cette démarche-là, malheureusement ça n'a pas marché pour eux, puisque la Suède a dû se résoudre à confiner, pas dans les mêmes conditions que par exemple en France ou en Allemagne, où carrément les personnes sont interdites de sortir de chez elles, notamment les personnes à risque, mais en Suède et aux Pays-Bas, on prend une espèce de responsabilité individuelle en disant aux personnes que vous êtes à risque, donc sachez que si vous êtes à risque, si vous sortez,
notamment pour effectuer des activités non essentielles, eh ben, le risque de contraction du virus sera de votre propre responsabilité. Donc, vous ne pourrez pas attaquer le gouvernement ou dire que c'est le gouvernement qui est responsable du fait que vous ayez contracté la maladie. Donc, c'est un peu ça. C'est la démarche que les pays d'Europe scandinave ont adoptée, à la différence des pays d'Europe du Sud, où vraiment là-bas les mesures sont particulièrement strictes, qu'on regarde en France, au Royaume-Uni, en Espagne ou en Italie, où c'est un confinement généralisé au domicile des gens, et en France même, il est quasiment interdit d'aller dans des EHPAD, des maisons de retraite où on trouve des personnes âgées, tout ça pour éviter que ces personnes-là qui sont les plus vulnérables et les plus sensibles au Covid puissent être en contact avec des personnes asymptomatiques et donc qui risqueraient de leur transmettre le virus. Donc, mais pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que donc, pour les pays du tiers-monde, eh ben, il faut savoir que les laboratoires négocient au cas par cas, même si déjà au niveau de l'OMS, on prône pour une espèce de prix tarifaire qu'on pourrait mettre à la disposition des pays du Sud, mais même là, on n'est pas encore parvenu à un accord, puisqu'il faut savoir que le contenu des accords passés entre les États et ces différents laboratoires-là, ce sont des accords qui sont évidemment secrets. Donc, on ne connaît pas le prix que va dépenser chaque État pour acquérir ces vaccins-là. Mais on sait en moyenne, de par la connaissance pratique, que, évidemment, selon par exemple certains experts, Moderna voudrait vendre son vaccin aux Européens entre 25 et 30 euros. C'est à peu près le même montant aussi que Pfizer et BioNTech vont proposer, que ce soit aux Européens ou aux Américains. Aux Américains, ça va tourner aux alentours de 20-25 $ la dose. Mais ça, évidemment, en l'absence de preuves, on ne peut pas le comprendre. Mais évidemment, on sait que des vaccins de ce type-là, étant donné les moyens mis en œuvre et la rapidité avec laquelle on est abouti à ce résultat, on pourrait tourner aux alentours de cette somme-là. Donc maintenant, il ne reste plus déjà qu'à voir. Il est clair qu'avant la fin de cette année, l'administration de Donald Trump essaie d'accélérer les choses pour essayer de sortir un peu en beauté, puisque Donald Trump s'est déjà résigné au fait qu'il va quitter la Maison-Blanche, puisque le dernier recours qu'il avait sur le plan juridique, c'est-à-dire la Pennsylvanie, un juge qu'il avait nommé, le juge d'État que Donald Trump avait nommé, l'a débouté de sa demande d'annulation du vote dans cet État-là. Et donc, la loyauté. Et donc, celui-ci, c'était la le dernier. La loyauté envers les États-Unis, pas envers un président. J'étais nommé. Donc, et puis, tu m'as nommé pour servir le pays. Tu m'as nommé pour servir le pays, tu m'as pas nommé pour te servir. Bah non, en conclusion, la Pennsylvanie, qui était le dernier État clé, dans lequel, évidemment, l'équipe juridique de Donald Trump espérait remporter une bataille et démontrer aux yeux de la communauté nationale et internationale que la victoire de Joe Biden était une victoire illégitime, une victoire volée, cet espoir-là s'est une fois de plus envolé. Et donc les derniers États à valider ces élections-là, on aura les derniers résultats validés aux alentours de cette semaine, parce qu'il faut savoir que le 8 décembre prochain, donc dans à peu près une semaine, on devrait avoir les résultats définitifs validés par chaque État, afin que le 14 décembre prochain, le collège des grands électeurs se réunisse et désigne le futur président des États-Unis. Merci Jean-Paul. Gina, la loyauté c'est envers le pays, c'est pas envers toi. J'étais nommé, là ils se sont trahis. Non. Tout le monde a abandonné Donald Trump. Non. Bon, tu choisis des hommes. C'était pas mon choix. Tu choisis des hommes qui ont la loyauté envers la nation, pas envers toi. Toi, tu pars. L'institution reste. Tu te souviens quand la sénatrice, je pense, qui a beaucoup œuvré pour le droit des femmes aux États-Unis, la juge suprême, voilà, quand elle est décédée, Baden-Gisben. Voilà, Baden-Gisben. Quand elle est décédée, il y avait toute une polémique parce que Donald Trump, en fait, il plaçait ses gens. Il plaçait pas, en fait, les gens que la population voyait que, bon, lui, il peut passer, quoi. Et ça avait fait une grande polémique aux États-Unis parce que la personne qui voulait mettre là, les gens n'étaient pas trop d'accord. Ils choisissaient des gens parce qu'ils comptaient sur eux, tu vois. Oui, compter sur leur loyauté envers la nation. Non, c'est pas de la trahison. En fait, il faut savoir que déjà aux États-Unis, la polémique surtout sur cette dernière désignation là du juge à la Cour suprême de Donald Trump venait du fait que
cette désignation se faisait alors qu'on était en pleine élection présidentielle, on était en pleine campagne. Il faut pas oublier qu'en 2016, il y a aussi eu un juge de la Cour suprême qui était décédé, et Barack Obama, qui avait déjà au cours de son mandat nommé un juge à la Cour suprême, les républicains qui étaient majoritaires au Sénat ont bloqué la nomination d'un deuxième juge par Barack Obama à la Cour suprême, en estimant qu'on était dans une phase déjà de transition, puisque Barack Obama ne se représentait plus pour un troisième mandat, et que, évidemment, il était donc du devoir, non plus de Barack Obama, mais du président qui devait le remplacer, de désigner ce juge-là à la Cour suprême. Or, en ce qui concerne Donald Trump, celui-là était exactement dans les mêmes conditions qu'il y a 4 ans. Il a tout simplement refusé de jouer ce jeu-là, et il a, grâce au soutien notamment du Sénat, qui est à majorité républicaine, il a demandé et obtenu la désignation de ce troisième juge-là. Parce qu'il faut savoir que Donald Trump, au cours de son mandat, aura nommé 3 juges à la Cour suprême. Je pense qu'au cours des 40 dernières années, c'est le président américain qui aura nommé le plus de juges à la Cour suprême. Jean-Paul, Joe Biden s'est cassé le pied. Oui, malheureusement. Mais ça n'empêche pas d'être en capacité de gérer son pays. Donc, voilà, il a 77 ans aussi. Il n'est plus bien jeune. Il a les os fragiles, mais évidemment, les Américains... Il a 77 ans. Oui, il a 77 ans. À la fin de son mandat, il aura... Jean-Paul, c'est toi-même qui étais venu ici nous dire il aura 81 ans. Jean-Paul, c'est toi-même qui étais venu ici nous dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop d'accord parce qu'une fois, il a présenté ses 2 petites filles. Il s'est trompé de nom. Et puis, il racontait des choses que personne ne comprenait. Oui, bon, à quel niveau il casse le pied avec le chien? Non, étant donné son âge extrêmement avancé, on ne peut plus lui demander d'avoir la mémoire d'un gamin de 20 ans. Non, mais néanmoins, les Américains en sont parfaitement conscients, et c'est la raison pour laquelle il a à ses côtés une femme extrêmement expérimentée et qui est en capacité de pouvoir prendre le relais à tout moment, en la personne de Kamala Harris, qui est sa vice-présidente. C'est l'une des choses qui lui avait même été imposée en quelque sorte par la Convention démocrate, qui disait que, étant donné son âge avancé, d'abord il avait fait 2 promesses qui ont permis évidemment de remporter cette Convention démocrate. La première, c'est qu'il n'allait pas se représenter pour un 2e mandat, même si rien ne l'empêche aux États-Unis. Il veut juste faire un seul mandat. Il fera juste un seul mandat, il a dit. Il a 77 ans et la charge présidentielle est tellement énorme qu'il ne serait pas en capacité de faire un 2e mandat. La deuxième chose, c'est qu'il allait choisir une personnalité très jeune, parce qu'il faut savoir que Donald Trump, lui, il a 73 ans aujourd'hui, et il semblerait qu'il voudrait annoncer le jour de l'investiture de Joe Biden qu'il serait candidat en 2024. Mais il oublie de dire qu'en 2024, il aura 77 ans, comme Joe Biden. Oui, là, comme Joe Biden. Tu vois, non? Donc, là, maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on lui a imposé de prendre une personnalité très jeune. Jean-Paul, c'est possible que Donald Trump se représente? Oui, parfaitement. La Constitution, ce qu'on interdit, c'est plus de 2 mandats. Successivement? Non, pas forcément successivement, plus de 2 mandats. D'accord, que ce soit successivement ou pas. Donc là, il a un mandat, et donc la Constitution lui permet de briguer un 2e mandat en 2024. D'accord. Donc, on va voir ce que ça va donner. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5. On fait un tour en musique et on se retrouve avec Gina. Stop Fresh Morning.